Bonjour le monde. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Mais ik kreeg bien que tu es venue avec une de tes copines. Bonjour. Oui, bonjour Catherine. Oh, bah dis donc, hein. Bah, c'est bonheur de vous trouver sur ce plateau, hein. Oh ben, on est une servante. Ah oui, il travaille pour une famille très aisée. Ah ben ouais, hein, chez la bourgeoisie, là, peut-être même l'aristocratie, hein. Eh ben oui, parce que ceux qui ont de l'argent, hein, ben, le buvons au chocolat. Et puis le chocolat, au coûté cher avant. Et alors, à Neuilly, allons parler d'au chocolat, figurez-vous. Parce que Pâques va de se passer, il y avait tout bien manger trop de chocolat, bien évidemment. Mais le chocolat, on est bon, on est bon, on est bon, on est comme les parlanges, hein, on est comme le poète Vincent Tourget, on est bon, comme dit Yannick Jolin. Hein. Alors, y allons parler d'au chocolat. Et puis, Clément, que toi, Thomas, ben, t'en sais quelque chose de ce chocolat. Hein? Tu sais, beaucoup d'affaires. Oui, il y en a pas mal. Ouais, voilà. Alors voilà. Bon, non, mais pour le fun, il s'est dit qu'on changerait, puisque le chocolat était servi forcément par des dames. Donc je me suis dit que pour rigoler. Voilà, puis t'as une belle coiffe hein, aussi. Hein, un bonnet ruché, oui. Un bonnet ruché. Oui, voilà. oui. Ouais, costume de sortie. Partout. Ah oui, oui, oui. Ouais, toutes les servantes avaient en gros. Oui, alors elle était plus. On était en mousseline beaucoup plus, on va dire, simple. Oui. Okay. Bon, là, il a mis les beaux atours parce qu'il y a de belles manchettes brodées aussi sur mousseline. Ouais. Donc j'ai dit, allez. C'est tout beau, hein. Voilà. T'es toute belle. Hein. Voilà. Pas souvent, faut profiter. Alors, ce chocolat. Alors, qu'est-ce que le chocolat à l'origine? À l'origine, le chocolat au vin d'une fève. D'une fève. Eh ben ouais. Hein, on a une grosse fève dans laquelle on y a. Voilà. On est à cabosse. À cabosse. Hein, voilà. Où il y a tous les graines, donc voilà, les fèves. Voyons, là, ouais. Voilà. Et donc, on est très, très. Eh bien, oui, alors, on l'a utilisé depuis très, très, très longtemps. Alors, les Olmecs, qui ont été le premier peuple au Mexique à utiliser, à boire, en fait, le cacao, dans la région de Soconusco, au Mexique. Donc, Soconusco, c'est aussi le nom, en fait, qui a été donné à la plus ancienne variété de cacao, en fait, qui a été utilisée par l'être humain. Après, donc Soconusco, là peut-être voilà la carte. En Amérique du Sud, bien sûr. Hein. Oui, alors au Mexique. Et puis en fait, après, les Mayas, vers 600 ans avant Jésus-Christ, ont reçu le chocolat. Ça a été exporté aux Mayas. Donc c'est descendu sur l'Amérique du Sud après. Et on en a retrouvé sur le nord en Colombie, je crois dans le Pérou. Voilà, plusieurs. Ça s'est dispatché, mais c'est resté là-bas. Oui. Et ça servait de monnaie d'échange, en fait. Hein. Monnaie d'échange, ça servait pour les impôts aussi. Voilà. Et au XVIe siècle, eh ben, on a eu la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est ça, qui est venu voir les Aztèques en 1502. Ouais. Voilà. Et il serait le premier Européen à avoir vraiment goûté le cacao. Alors qu'il n'a pas trouvé bon, hein. C'est très 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 amer, et il s'est vu offrir par l'empereur aztèque bien des fèves de cacao. Sauf que lui, il pensait que c'était un peu une mauvaise blague, que c'était des crottes de chèvre, et aussitôt sur le bateau, il n'a pas mis longtemps à les jeter par-dessus bord. La bêtise que l'a fait. Sacrilège. Voilà. Et en fait, c'est Hernán Cortés qui, un peu plus tard, en 1528, va ramener des fèves dans son pays natal. Lors d'une expédition en Amérique, lui, il a eu un peu plus le gingin et bien d'accepter ce qui lui avait été offert. Et oui. Puisqu'il lui se voit s'offrir une tasse de cacao et il va ramener effectivement des fèves. Et donc, il y a un monarque très puissant à l'époque qui va utiliser donc, et trouver ce mets délicieux et qui va aider à sa diffusion dans toute l'Europe. Eh ben, c'est Charles Quint, parce que Charles Quint, eh bien, il est non seulement souverain des Pays-Bas, mais il est roi d'Espagne, hein, et il est surtout empereur du Saint-Empire romain germanique à l'époque, hein, jusqu'en 1555. Donc, grâce à ces vaisseaux-là qui arrivent en Espagne et à tous ces épices qui se diffusent également, hein, parce que bon, le chocolat aussi se faisait aussi parfois avec des épices hein, à l'époque. Et donc, ça, c'est une boisson qui va être diffusée partout en Europe, donc depuis le XVIe siècle.
C'est ça. Et ça va arriver en France, particulièrement grâce à un mariage, celui de Louis XIII, en 1615. Oui, donc juste après, au XVIIe, hein, C'est ça. début XVIIe, en France. C'est ça, parce qu'il se marie donc avec un fan d'Espagne. Eux, forcément, en Espagne, ils le consomment déjà, ils le connaissent. Mais en France, on ne le connaissait pas. Donc, c'est découvert à la cour. Alors, ça... C'est une boisson aristocratique. Hein. Voilà, c'est une ça va dizaine le de rester, personnes. Longtemps. Voilà, Hein. une dizaine de personnes seulement qui a le privilège de boire ça. Vraiment les gens les plus proches du roi et de la reine. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que c'est un fortifiant aussi. Hein. Oui, c'est considéré comme un fortifiant, un aphrodisiaque. Même par les hommes. Oui, pour les hommes. Hein, voilà. C'est ça. Alors, c'est une boisson plutôt amère, qui n'est pas sucrée, parce que le sucre viendra plus tard. En 1643, on a fait plusieurs cultures de tabac dans les Antilles françaises avec échec. Ça ne marche pas. Alors, on va essayer la canne à sucre, que l'on appelle la canamelle à ce moment-là, le sucre qui est issu de la canne. Et ça marche plutôt bien. Alors, il va y avoir l'arrivée du sucre, et du coup, qui va être sous forme de pain de sucre. Et c'est très dur. Ouais. Et pour pouvoir utiliser le sucre, eh bien, on va utiliser cet outil qu'on appelle une pince à sucre. Oh, dis donc. Celle-ci est époque 19e siècle, pardon, début 19e. Ah oui, c'est pas nos petits carrés de sucre hein, qu'on va passer avec ça. Ben voilà, mais il était tellement dur qu'elle était capable de couper le pain de sucre. Le pain de sucre. Ah oui, dis donc. Donc, impressionnante cette pince à sucre. Hein. Ouais, elles sont à peu près de cette taille-là. Il y en a des plus grandes, il y en a un petit peu plus petites. Ouais. Voilà, et dans un superbe état d'ailleurs. D'accord, très bien. Voilà. Au cours du XVIIIe siècle, donc les années passent, la France va dominer le marché du sucre colonial. Donc, de la canne à sucre, bien sûr. De la canne à sucre. Oui, voilà. Et donc avec le commerce triangulaire aussi, tout ça, voilà, oui, ça va, il va y avoir beaucoup de diffusion. Voilà, ça va se démocratiser, mais un peu lentement au début. Alors, d'après les sources qu'on a eues, parce qu'après, il va y avoir Louis XV qui va aussi en consommer, et donc ce sera maintenant une boisson sucrée, beaucoup plus agréable. Il va être très féru de chocolat. Et il paraît que vraiment, ça embaumait le chocolat dans Versailles, parce qu'il y avait des heures particulières, c'était surtout le matin que l'on consommait, et parfois au goûter, par occasion. Et donc, du coup, effectivement, moi, je vous en ai préparé, là, ça sentait assez fort dans la cuisine. Et donc, Louis XV, qui est très féru de chocolat, il y a une petite anecdote. Quand eh bien, une dame lui plaisait bien, il la faisait venir par le biais d'un de ses serviteurs, et le serviteur lui disait à madame, monsieur vous attend pour une tasse de chocolat. Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Et c'est lui qui va créer le titre officiel de chocolatier du roi. Et avec donc la boutique du chocolatier du roi, je crois aussi, qui date de cette époque-là, de Louis XV. Oui. Qui va... Alors, on n'a pas expliqué en fait le mot chocolat. Ça vient de chocolalt. Oui. Donc, chocoé, qui veut dire bruit, et alt qui voulait dire l'eau, parce qu'en fait ça faisait référence ça veut dire en fait boisson brassée, parce que c'était allusion au bruit que faisait le fouet pour faire mousser le cacao. Parce que le cacao, c'était une fève un peu dans la même manière que pour faire du pralin. Quand vous broyez pendant longtemps des noisettes ou des amandes torréfiées, ça vous donne, avec l'huile qui ressort, une sorte de pâte liquide, en fait. Et en fait, c'est la même chose. On torréfie le cacao et c'était broyé. Alors, les Olmecs, on était en 2000 ans avant Jésus-Christ, donc ils l'épilaient pendant longtemps et ça finissait par faire une boisson. Après, plus tard, on a broyé ça dans des instruments plus modernes. Donc, effectivement... Donc, on a créé des ustensiles, évidemment, pour développer cette boisson. On a créé des ustensiles, effectivement. La chocolatière, qui est un très bel objet. Celle-ci est 18e siècle, elle est vraiment d'époque. Alors, c'est pas pour mettre, donc, puisque le chocolat à croquer n'existe pas encore, donc c'est bien pour mettre... C'est que par la boisson. Que de la boisson. Voilà. Donc, on a bien un ustensile pour verser le chocolat. C'est ça, on le prépare dans une casserole chocolatière, qui est en fait une casserole qui a un bec verseur, qui a la même contenance que la chocolatière. Celle-ci, c'est une petite, il y a des modèles plus grands. Celle-ci, c'était pour 2 personnes, plus intimistes, mais il y a eu des modèles plus grands. Quand le chocolat était préparé, donc en fait, on le préparait avec de l'eau et non du lait. Oui. On faisait infuser beaucoup d'épices, de la vanille et de la cannelle, parce que ça venait de loin, il fallait montrer qu'on avait les moyens, forcément. Et donc, on versait dans la chocolatière. Alors, c'est sur pied, parce qu'il pouvait y avoir un petit réchaud dessous pour tenir au chaud.
même si le cuivre tient naturellement chaud. Et après, on a cet ustensile qu'on appelle un moussoir. Parce qu'il fallait faire mousser pour éviter que les épices ne retombent au fond. Et pour faire mousser, on la prenait entre les mains comme ça, et là on faisait mousser. Il fallait 10 bonnes minutes pour préparer un chocolat. Et après on le versait pour le déguster dans une trembleuse, qui est cette grande tasse. On était généreux autrefois, tout était grand. Une trembleuse. Alors, oui, parce que dis donc, une tasse comme ça à boire. C'est ça. Alors on appelle ça une trembleuse. La légende veut que ces dames qui avaient les grandes robes pouvaient la tenir. Et en fait, on peut trembler. Et la tasse est parfaitement bloquée, en fait, par la forme creusée de la soucoupe. Ah, d'accord. Donc on pouvait déguster. Il y a souvent un couvercle et on prenait à une ou deux mains. D'accord. Voilà. Peut-être que tu nous en as servi, là, je crois. Je vous en ai servi. Alors, c'est un chocolat très épicé. Oui, alors c'est version 18e. Alors, version à partir de Louis XV, avec du sucre. Voilà. D'accord, alors on va le goûter. Dans des tasses dorées et blanches, n'est-ce pas? Normal. De Pâques. C'est couleur de Pâques. Ah oui, c'est vraiment très épais. Hein. Oui, c'était très onctueux. C'est très épicé également. Hein. Oui, il faut aimer la cannelle. Tout le monde n'aime pas. Mais, oui, d'accord, très bien. Et puis, donc, après, le chocolat se développe énormément. Et donc, comme tu l'as dit, il y a le métier de chocolatier du roi. Oui. Et il y en a un en particulier qui a marqué l'histoire, on va dire. Parce que, en fait, c'est... surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe, sous Louis XVI, que en fait ce titre va apparaître et que sa maison va être ouverte. Et donc il s'appelle Sulpice de Beauve. Exactement. Et je crois qu'on peut voir d'ailleurs, on a gardé la fabrique des chocolats de Beauve tel que on le voit. Au XVIIIe siècle. Alors, de Beauve, c'est un humaniste. Il est féru de l'esprit des Lumières et il croit beaucoup au progrès, comme tous les humanistes et philosophes de cette époque. Et d'abord, c'est un pharmacien, c'est un scientifique. Et donc, il veut mettre la science au service du peuple, du plus grand nombre. Donc, finalement, il va se servir de ses connaissances scientifiques pour développer donc le chocolat. Et là, tu vas nous raconter la suite. Et voilà, alors l'une des rares dates que l'on ait, c'est en 1779. Marie-Antoinette a probablement quelques petits ennuis de santé, doit prendre des médicaments. À l'époque, les médicaments, on imagine le goût infect qu'ils pouvaient avoir. Et leur pharmacien entend parler de ce problème-là de la reine et se dit, il n'y a que le chocolat qui va pouvoir masquer le goût des médicaments. Il va trouver le moyen, en fait, de solidifier le chocolat en séparant le beurre de cacao du cacao. Et va pouvoir créer le tout premier chocolat croqué qu'il présentera à la reine, qui était en compagnie de Bourbon d'Espagne. Et eux vont dire, dis donc, ça ressemble drôlement à nos pistoles, qui était la monnaie de l'époque. Et le nom est resté, en fait. On parle de pistoles de chocolat. Et ces chocolats-là sont toujours fabriqués par la maison de Beauve. Et j'en ai amené exprès sur le plateau. Oh là là, quelle chance! Je l'ai emmené dans une bonbonnière. Et pourquoi bonbonnière? Ça te fait penser à quoi, le nom? Bonbon. Bonbon. Et pourquoi on appelle ça un bonbon? Parce que c'est bon. Et voilà, la légende veut que c'est en fait quelqu'un qui a fait des petites friandises pour les gamins qui étaient dans la rue de pauvres. Et les enfants trouvaient ça tellement bon que la seule chose qu'ils ont pu dire, c'est bon, bon. Et il a eu l'idée en fait d'appeler ça des bonbons et c'est resté. Donc bonbon, effectivement, bonbonnière. Alors, dans ces bonbonnières, qui est de taille assez modeste, là, c'est où je vous ai mis les fameuses pistoles. Peut-être en sortir une. Ouais. Voilà, on voit bien, c'est en forme de pièce de monnaie. C'est ça, effectivement. Ils font à peu près 3 grammes. Ouais. Et il n'y a pas les médicaments dedans, par contre. Et on les mettait dans les bonbonnières parce que ces dames pouvaient aller dans les carrosses, les voyages durent assez longtemps parfois, et emporter la bonbonnière dans les carrosses pour déguster leurs pistoles. Et donc, la maison de Beauve existe toujours aujourd'hui à Paris. Je crois que voilà, elle a une enseigne très très connue, comme on peut le voir, et où on retrouve ces pistoles de Marie-Antoinette. Exactement. Alors, pour ceux qui sont loin comme nous de Paris, on peut les commander sur Internet. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, vous avez plusieurs formats. C'est des très belles boîtes. Vous demandez sur le site les pistoles de Marie-Antoinette. Oui. Et ce seront les mêmes qu'il y a 243 ans. Voilà.
Voilà. Et donc, le chocolat croqué, après, se démocratise, hein, Exactement. évidemment, au Mais 19e, beaucoup. Le chocolat à boire aussi. Oui. Et en fait, particulièrement dans le sud-ouest de la France, parce que des marchands juifs ont été chassés d'Espagne. Donc, il y avait dans le sud-ouest, du côté de Mont-de-Marsan, dans cette région-là, il y avait une abondance de chocolat. Et donc, forcément, il y a une concurrence et ça a été moins cher. C'est pour ça que l'on retrouve des chocolatières jusque dans les fermes. Parce que les gens du sud-ouest pouvaient avoir la possibilité, même les plus modestes, d'en boire. De Mais c'était une fabriquer leur exception. chocolat Ouais. aussi. Voilà. C'est ça. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, ça va se démocratiser. Mhm. Et au 19e siècle, il va y avoir les premiers chocolats. Alors, la première tablette qui a été créée, c'est Joseph Fry de Bristol, un Anglais, qui va créer en 1847 la toute première tablette de chocolat. Il a eu l'idée de mélanger du beurre de cacao, du sucre et du cacao en poudre. Il les a versés dans des moules rectangulaires et ça a donné les tablettes. Voilà, et d'où après les moules qu'on trouve pour... après, il y a eu Lindt, il y a eu... voilà. C'est ça. Alors, Alors, la première chocolaterie en Suisse a été ouverte dès 1819, Napoléon Ier. Et après, plus tard, effectivement, là encore, c'est comme le tourteau fromager qu'on a parlé à une autre émission, c'est encore un hasard. Des fois, le hasard fait bien les choses. Puisque Monsieur Lindt, qui avait donc une usine de chocolat, ça s'est passé en 1879, a fermé un vendredi, avant le week-end, son établissement, en oubliant qu'une machine à brasser le chocolat était toujours en route. Elle a fonctionné tout le week-end, et lorsqu'il a découvert ça le lundi, il a goûté le chocolat. Il avait perdu toute son amertume et était devenu très fin. Et c'est comme ça qu'il va créer une machine à brasser le chocolat en forme de coquille, et en Suisse on appelle ça la concha, et c'est devenu un procédé qu'on appelle le conchage. Très bien. Mais on y passerait des heures à écouter cette histoire du chocolat, mais le temps tourne. Et je crois que toi, Monique, tu nous as ramené donc... Mais moi, pour en revenir à notre époque, je vous ai apporté des... Peut-être tu peux soulever un peu plus pour qu'on voit. Peut-être, oui. Des pistoles contemporaines, comme on utilise les chocolatiers de maintenant. Et celles-ci m'ont été données par le chocolatier Catala à Niort. Donc, il les utilise en grande quantité, il les achète en grande quantité, mais il peut aussi en revendre en petite quantité pour les clients qui aiment faire des gâteaux avec du chocolat, voilà, comme Thomas. Ça peut s'utiliser aussi dans la cuisine. Ça s'utilise, c'est pour l'utiliser. Dans la cuisine, dans les gâteaux en particulier. Oui, voilà. On en trouve au lait. Et on trouve aussi chez eux un tableau, par exemple ici, c'est le Marais Poitevin, on le voit peut-être pas trop, mais avec des représentations de différents paysages du Marais Poitevin. Voilà, avec ce chocolat. Nous avons de grands chocolatiers partout en Poitou. Hein. Il y a Huvelin, bien sûr, aussi, etc. Bon. Voilà, y allons déguster chez Bon Chocolat, j'espère bien. Hein. J'ai mis même un petit morceau de pistole pour goûter. Oh là là, bon, écoute. Tout premier chocolat croqué. Hein, merci dans Thomas, cette émission. Et à bientôt, Tantou. À Tchefet. À Tchefet. À bientôt.